Nous sommes à Arthès, une commune rurale de 2500 habitants en Occitanie. Le village est situé au pied d'un cirque de coteaux, formé par les derniers contreforts des Cévennes. C'est une petite ville bourgeoise du département du Tarn, dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle les gens sont calmes, sont respectueux les uns des autres. Petit village retraité, il n'y a pas d'industrie ici. Il y en avait, mais c'est fini, il n'y en a plus. Mais cette tranquillité apparente va laisser place à une vague d'indignation au cœur de l'été 2003. Il est environ 7h30, ce 8 juillet, quand un forestier traverse à pied la forêt de Cessac, non loin d'Arthès. C'est un chemin forestier voilà, qui est connu de gens locaux, de gens du coin. Dans un endroit très isolé, très tranquille. Pourtant, l'homme va être intrigué par une voiture à l'arrêt en plein milieu du chemin et dont le pare-brise a l'air d'être cassé. D'emblée, le forestier pense à un accident de la circulation et il se précipite pour porter secours au conducteur. Mais arrivé au niveau du véhicule, il fait face à une véritable scène d'horreur. On imagine la violence de la situation, le choc qui a dû être celui de ce forestier, découvrant un corps dans une zone où généralement il n'y a personne. Il est certain qu'il a dû voir une image absolument apocalyptique, puisque la tête a été arrachée. En fait, il n'avait que la moitié du visage pratiquement intact. Alors que s'est-il passé dans ce bois d'ordinaire si paisible? Qui est l'homme dans la voiture? Et dans quelles circonstances a-t-il perdu la vie? Immédiatement après avoir été prévenus, les gendarmes de Cessac se rendent sur place. À leur tour, ils sont frappés par la violence de la scène, qui manifestement n'a pas été provoquée par un accident de la route. Des douilles vont être retrouvées dans la voiture. Visiblement, on a utilisé un fusil de chasse, du moins c'est les premières constatations qui ont été faites. Et voilà, on ne sait pas encore trop ce qui s'est passé. Si l'arme du crime reste introuvable, les gendarmes relèvent que les vitres de la voiture sont encore grandes ouvertes et que le frein à main n'est pas tiré. Le contact était toujours là, mais en fait le moteur était éteint. Les phares sont encore allumés, la victime a encore sa ceinture de sécurité, donc il a été stoppé par les coups de feu. Alors, l'homme aurait-il reçu un tir de chasseur pendant qu'il conduisait? Les enquêteurs s'interrogent et tentent d'identifier au plus vite la victime. Avec les plaques minéralogiques du véhicule, donc ça a été relativement facile dans le département du Tarn de remonter au nom du propriétaire de ce véhicule. La victime se nomme David, un jeune homme de 21 ans, originaire d'Arthès. Tandis que son corps est envoyé à l'hôpital d'Albi pour être autopsié, les gendarmes de Cessac se chargent d'annoncer la triste nouvelle à ses parents, Christine et Daniel. Je vois deux voitures monter dans le chemin devant chez nous. Deux voitures avec 4 personnes en civil. Je me dis, attends, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'ils viennent faire, hein? Je laisse monter les gens. Vous êtes le père de David, vous êtes la mère, oui. Voilà, je vous informe que votre fils a été pris dans une fusillade et il a succombé à ses blessures. J'ai cru qu'ils avaient confondu, que c'était une autre personne qui était au volant.
Alors David a-t-il reçu un tir accidentel ou a-t-il été victime d'un assassinat ciblé? Et que vont découvrir les enquêteurs occitans sur ce jeune homme de 21 ans? À l'issue de l'autopsie du corps de David, les médecins légistes identifient 4 plaies provoquées par des munitions de fusil de chasse. D'après l'analyse balistique, le tireur a fait feu à 2 reprises, et cela à des distances différentes. Il s'est posté entre 2 mètres et 3 mètres du véhicule. Quand la voiture est arrivée à portée, il a tiré. Et puis après, il s'est rapproché de la voiture et là, il a tiré à bout portant. Le visage était détruit parce qu'il a tiré à 50 cm à peine du visage de David. Il l'a détruit. La victime a littéralement été exécutée. Mais pour quelle raison? Afin de savoir si David avait des ennemis connus, les gendarmes occitans réalisent alors une enquête de personnalité. David a suivi sa scolarité à Arthès, sans problème. Il avait des amis, il était entouré de copains, de copines. On n'avait aucun problème, si vous voulez. C'était une famille unie, sans problème. C'était incontestablement un beau garçon, un garçon équilibré, un garçon aussi discret, un garçon sérieux, un garçon qui était un jeune magnifique. Il y a 1 an, David avait déménagé à Albi pour poursuivre ses études. Il avait passé ses examens, son bac pro, vente, et il avait échoué l'année d'avant. Et l'année d'après, il s'est présenté un candidat libre. David avait réussi tous ses examens et David était promis à un très très bel avenir. Le 1er juillet 2003, David décide de profiter de son été de jeune diplômé dans la forêt de Cessac. Il aimait la chasse, il aimait la pêche, la campagne et la nature. Il décide de partir pendant 8 jours avec ses amis, un couple d'amis, dormir à la Belle Étoile, enfin avec une toile de tente, etc. C'est assez loin de chez nous, c'est à peu près 80 km de chez nous. Donc on ne connaît pas trop bien le coin. Il me dit, tiens, je vais aller camper dans un petit paradis. Il me dit, dans un petit paradis. C'est un petit paradis, il ne voulait pas me dire à quel endroit. Bon, je le laisse faire. Les enquêteurs apprennent également que depuis peu, David est en couple avec une jeune femme d'une commune voisine. Il venait de connaître une fille à Arfon, par l'intermédiaire de copains, dans une soirée. Il avait connu cette fille qui s'appelait Gwen. Gwen, c'est une jeune, je dis jeune fille, parce que c'était, je vous dis, on est dans des gens qui ont une vingtaine d'années. On a le sentiment, dans ce dossier, qu'on n'est pas encore avec des adultes. Donc c'est ce qu'on a tous vécu, avec des petites histoires, des petites amourettes à droite à gauche, puis des préoccupations de jeunes gens. Et Gwen, elle n'était pas originaire de là, mais elle tenait un café à Arfon. Le café familial, je suppose, des parents, c'était les 2 filles qui tenaient le café. Fort de ces informations, les enquêteurs de Cessac auditionnent Gwen dans leurs locaux. Très éprouvée, la jeune femme de 21 ans raconte la dernière fois qu'elle a vu David. C'était le 6 juillet, en fin de journée, soit environ 36 heures avant la macabre découverte. Ce soir-là, Gwen a pris sa voiture pour rejoindre David au campement dans la forêt de Cessac.
Ils passent la soirée ensemble et aux environs de minuit, 1h aussi, la petite Gwenaëlle décide ou dit « je souhaiterais aller en boîte ». David, je l'ai dit, qui est un garçon calme, posé, qui aime la nature surtout et qui au fond de lui-même n'a pas fondamentalement envie, c'est pas quelqu'un qui va dans les boîtes, c'est pas un jet-setter, au contraire. Hein. Donc il dit non, moi je préférerais que l'on reste ensemble, que l'on reste tous les deux dans cet endroit. Mais Gwen souhaite absolument sortir et laisse David au campement avec ses amis. Et là, elle prend son téléphone et elle appelle Mathieu. Ils passent une soirée ensemble, la soirée va un petit peu plus loin qu'un simple baiser. Ils ont des relations sexuelles. Âgé de 24 ans, Mathieu est à l'origine un simple ami de la jeune femme. C'est la première fois qu'ils ont une relation ensemble. Et dès le lendemain, Gwen va recontacter son compagnon David au téléphone pour lui raconter sa soirée en boîte de nuit. Elle lui a dit « je me suis fait draguer ». Donc David ne sait pas qu'il y a eu cette relation accomplie avec le dénommé Mathieu. Ne se doutant de rien, David convient d'un rendez-vous avec Gwen, le soir, à son café, situé à Arfon. Mais le jeune homme n'est jamais arrivé jusqu'à elle. Afin de reconstituer son emploi du temps, les gendarmes auditionnent ensuite les amis de David, présents sur le campement. Aux environs de minuit 30, il laisse ses deux amis et il leur dit vraisemblablement à demain, puisqu'il avait certainement lui aussi l'intention de passer la soirée avec sa petite amie. Et là, 10 minutes, un quart d'heure après le départ du camp, ces deux amis entendent un coup de feu, un ou deux, plusieurs détonations. Et ils imaginent ou ils pensent que c'est effectivement des braconniers qui, la nuit, puisque c'est un endroit très reculé du monde, se permettent de tirer sur quelques gibiers qui passeraient par là. Alors David a-t-il été victime d'un guet-apens? Qui pouvait bien savoir qu'il rejoignait Gwen à Arfon? Et les deux amants sont-ils impliqués dans ce meurtre barbare? À la recherche d'une piste, les gendarmes de Cessac veulent faire la lumière sur le rôle exact de Gwen et de Mathieu dans cette tragique affaire. Pour cela, ils décident d'auditionner à nouveau la jeune femme qui va leur faire des révélations. Avant son rendez-vous avec David, le soir du meurtre, elle a revu Mathieu dans son café. Après cette nuit passée ensemble, elle le convoque dans le bar dans lequel elle travaille. Et là, Gwenaëlle dit « j'ai bien réfléchi, je tiens beaucoup à David et notre relation avec toi, en s'adressant à Mathieu, est terminée. » Pour lui, c'était un flirt, un peu plus qu'un flirt, mais elle ne se posait pas de questions. Et le problème, c'est que Mathieu, lui, il ne voit pas les choses comme ça. Voilà, pour lui, c'est le début du grand amour. Et puis elle lui dit maintenant, va-t'en, c'est minuit passé. David devrait être là, je préfère pas que tu sois là quand il arrive. Et au moment de partir, Mathieu lui dit, où est-ce qu'il est? Et puis il campe à tel endroit. Ah oui, mais je connais, j'y ai travaillé. Donc elle lui dit où il est. Et il s'en va. Et il part chez lui. Le jeune homme aurait-il alors été jaloux de David au point de le tuer? Sans plus attendre, les enquêteurs s'intéressent à son profil. Il est sapeur-pompier volontaire, comme les membres de sa famille, qui adore la nature, qui a travaillé comme garde forestier, voilà, qui n'a jamais fait parler de lui. Mais au cours de leurs investigations, les gendarmes réalisent que Mathieu n'a pas été épargné par la vie. Il va être témoin, alors qu'il avait 8 ans, du suicide de sa mère. Sa mère va faire une tentative de suicide, elle va essayer de se pendre, on va la sauver, mais Mathieu va être témoin de ça. Il y avait certainement une fragilité psychologique, mais lui était quand même relativement stable, puisque
Casier judiciaire vierge, garçon apprécié à peu près de tout le monde. Je vous dis, le gentil du village, quelqu'un qui ne fait pas de bruit, qui ne se fait pas remarquer ni en bien ni en mal, mais qui est assez terne, dirons-nous. Une apparente tranquillité pour ce jeune homme qui cache en réalité de nombreux complexes. C'est quelqu'un qui est plutôt introverti et qui n'a pas forcément une assurance énorme pour, voilà, comme peut-être certains garçons de son âge, avec les filles. Un manque de confiance en lui qui va le poursuivre tout au long de ses relations sentimentales. Auditionné par les gendarmes, son ex-petite amie Audrey va faire état d'une personnalité contrastée. C'est une relation, j'allais dire, d'adolescents. Ils sortent de l'adolescence, ils ont une vingtaine d'années. Mais voilà, leur relation est assez compliquée. Il sent qu'elle n'est pas satisfaite par leur relation. Lui-même n'est pas satisfait. Il a cette espèce de difficulté sexuelle à accomplir l'acte, en tout cas à donner satisfaction à son ami, puisqu'Audrey dit clairement j'ai eu des relations sexuelles avec lui, mais je n'ai jamais été satisfaite et je n'ai jamais été contente des relations que j'ai pu avoir avec lui. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé d'arrêter notre relation. Rejeté par Audrey, le jeune homme le sera également par Gwen. Mathieu, lui, a nourri l'espoir que cela devienne son amoureuse. Elle, manifestement pas vraiment. Et c'est là où la frustration commence à apparaître. Frustration d'autant plus vive que, je pense, dans la tête de Mathieu, remonte le souvenir d'une première relation qu'il avait eue avec une autre fille. Les enquêteurs vont également apprendre que Mathieu chasse et possède un fusil. Les gendarmes se demandent alors si Mathieu a pu avoir le temps nécessaire de rentrer chez lui pour récupérer son arme et intercepter son rival. Il n'habitait pas très loin des lieux et les gendarmes se sont appliqués par différents circuits à déterminer le temps qu'il fallait de la maison de Mathieu pour arriver sur les lieux. On sait qu'il faut globalement un quart d'heure ou une demi-heure puisque le trajet a été reconstitué et ils en ont déduit que c'était possible matériellement, dans le délai imparti, de faire le chemin entre le domicile de Mathieu et l'endroit où se sont déroulés les faits. Alors comment Mathieu va-t-il se défendre devant les gendarmes de Cessac? A-t-il un alibi? Ou avouera-t-il l'exécution de David? Le 10 juillet 2003, les gendarmes de Cessac estiment qu'ils ont assez d'éléments pour confondre le suspect numéro 1. Ils vont chez Mathieu pour l'arrêter et perquisitionnent son domicile et ils trouvent une arme à feu semblable à celle qui a occasionné la mort de David. Tandis que le fusil de chasse est placé sous scellé, les gendarmes conduisent Mathieu dans leurs locaux pour l'interroger. Au bout de 30 minutes, le jeune homme craque. Il revient alors sur la soirée du 8 juillet 2003, lorsque Gwen lui annonce qu'elle préfère rester en couple avec son compagnon, David. C'est à ce moment-là que naît quelque chose, naît cette frustration qu'il ne contrôle pas sur l'instant. Et c'est à ce moment-là que se déclenche tout ce qu'il n'a jamais exprimé. Il est descendu chez lui, chercher ses munitions, son fusil. Il est remonté au village voir si David était arrivé au café pour voir Gwen. Il a vu qu'il n'était pas encore arrivé, il est descendu au campement. Mais une fois arrivé dans la forêt de Cessac, il ne croise absolument personne. Mathieu en déduit que David n'est pas encore parti du campement. Il décide alors
de se cacher à l'orée du bois en attendant le passage de sa voiture. Il s'est posté sur un talus. Quand la voiture est arrivée à Porty, il a tiré. Sans voir qui était au volant, tirer un premier coup sans même reconnaître le conducteur, quoi. C'est très grave. Mathieu sort de sa cachette et s'approche du véhicule, son fusil double canon à la main. Il reconnaît alors David à la place du conducteur, complètement inconscient. Il a enlevé 2 douilles, il en a remis 2 de plus et il lui a tiré dans le visage. Alors il a tout emporté. Il l'a détruit, il n'y a pas d'autre mot. C'est impensable que notre fils ait pu vivre ça, quoi. On peut pas le croire. Il ne fasse aucune trace. Il laisse les douilles dans le véhicule et après il s'en va. Et il s'en va. Et les heures qui ont suivi son passage à l'acte sont aussi de l'ordre de l'irrationnel. Parce que quand il rentre chez lui et qu'il nettoie son fusil, c'est un réflexe de chasseur. C'est terrible à dire. Si Mathieu livre des aveux spontanés, les enquêteurs occitans ne comprennent pas comment ce jeune homme, sans antécédent judiciaire, a pu basculer dans une telle barbarie. Il n'a pas la clé, il ne sait pas pourquoi il a réagi ainsi, il ne sait pas pourquoi il est passé à l'acte, il ne sait pas pourquoi après l'acte il est allé dormir, il ne sait pas pourquoi il a eu cette réaction. Devant ces incertitudes, des expertises psychiatriques et psychologiques sont diligentées. Elles ont toutes les deux montré qu'il y avait effectivement ces failles, c'est-à-dire le suicide de sa mère, qui n'a pas été traité. Ça va être une première faille. Mais sa plus grande faiblesse est sans doute son rapport conflictuel avec le sexe opposé. Il était vexé, il était abandonné par son ami, il était jugé comme étant impuissant parce qu'il y a cette notion d'impuissance sexuelle, donc cette frustration énorme qui était en lui, et cette frustration, il l'a, si vous voulez, j'allais dire transcendé, le mot n'est pas le bon mot, mais il l'a transformé en folie meurtrière. Des explications qui vont anéantir une seconde fois les parents de David. Mon fils, peut-être que le mois qui aurait suivi, il n'aurait plus été avec cette fille. On ne sait pas. On ne sait pas comment aurait évolué cette relation. Donc, je dis qu'il est mort pour rien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est mort pour rien. Alors comment se déroulera le procès de Mathieu? Les parents de la victime supporteront-ils cette confrontation? Et l'accusé parviendra-t-il enfin à mettre des mots sur cette tragédie? Le 27 octobre 2005, 2 ans après les faits, s'ouvre le procès de Mathieu. Une épreuve insurmontable pour les parents de la victime. Le père et la mère sont en pleurs, enfin, et puis des pleurs qui sont qu'on ne peut pas contenir, qu'on ne peut pas raisonner. Je les vois, je les revois. C'était un moment d'une émotion intense. D'autant qu'ils se retrouvent à seulement quelques mètres de l'assassin de leur fils. Le procès, ça a été, comment dire, oppressant. J'ai pas pu voir sa tête, l'assassin. Il avait les mains comme ça. Il était baissé tout le temps.
Désormais âgé de 26 ans, Mathieu va réitérer les mêmes aveux qu'en garde à vue. Si le jeune homme regrette son geste, il n'est toujours pas en mesure de l'expliquer. Alors, afin d'essayer de comprendre les circonstances de ce drame, les témoignages vont se succéder. Donc on a entendu la première petite amie de Mathieu, qui est venue à la barre, Gwen, également venue à la barre, les parents des victimes, les amis, les proches, les psychiatres, les psychologues, les policiers également, qui sont rendus sur les lieux. Donc tout le monde a été entendu. Pour l'assassinat de son rival, l'accusé risque la perpétuité. Le 28 octobre 2005, après 2 jours de débat, la cour d'assises de l'Aude rend son verdict. Il est condamné à 25 ans, ce qui est une peine sévère, mais on évite effectivement la perpétuité. Il n'a pas de mesure de sûreté. Si Mathieu accepte sa peine sans un mot, les parents de la victime sont révoltés. Sur le coup, on était contents. On a dit, mais 25 ans, c'est bien. On était loin de savoir que 25 ans, c'était pas 25 ans de réclusion. Qu'à partir de la moitié du temps d'emprisonnement, il pouvait demander à sortir. On nous avait dit, il fera entre 15 et 18 ans, c'est sûr. Il a fait mi-temps. Aujourd'hui, 17 ans après l'assassinat de David, ses parents gardent toujours un profond sentiment d'injustice. En 2015, Mathieu a bénéficié d'une réduction de peine pour bonne conduite. Et il a retrouvé sa liberté au bout de seulement 12 ans d'incarcération. Il faut aussi qu'on se reconstruise. On ne se reconstruit pas en sachant qu'il est en liberté. Ça, on ne peut pas. Si vous voulez, c'est très compliqué de se dire qu'on n'est pas arrivé au bout, qu'on n'a pas obtenu une peine de sûreté de 18 ans. Ça, c'est révoltant. Si vous voulez, ça restera toujours là et on ne pourra pas... on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas l'effacer. C'est... David, il est là tous les jours. Nous sommes à Carmaux, dans le Tarn. Située à 16 km d'Albi, cette ville de 10 000 habitants est connue dans la région pour son passé industriel. Carmaux, c'est une commune qui doit sa renommée notamment à Jaurès, à Jean Jaurès et aux mines de Carmaux. C'est vraiment une commune qui est attachée à sa vie et avec des gens extrêmement paisibles. Pourtant, le 23 juillet 2016, la ville va connaître une effervescence inhabituelle. Ce matin-là, Lucie, une habitante de Carmaux, commence à s'inquiéter. Le samedi, j'attends ma boulangère. Ma boulangère ne klaxonne pas. 11h, midi et demi. Ma boulangère n'est toujours pas là. Ce retard ne ressemble pas du tout à Marilyn, la boulangère en charge des livraisons. Une situation d'autant plus intrigante que Lucie n'est pas la seule cliente à attendre son pain aujourd'hui. Depuis ce matin, l'employeur de Marilyn ne cesse de recevoir des appels d'habitants
qui demande des explications. Le patron va contacter l'un de ses employés à cette boulangerie, constatant qu'il n'a pas de nouvelles de Marilyn. Celui-ci regarde par la fenêtre et voit qu'il y a le véhicule de Marilyn. Pour l'employé, Marilyn est bien arrivée à la boulangerie ce matin. Il imagine alors qu'elle a peut-être eu un problème sur la route, avec la camionnette de livraison. Une demi-heure plus tard, le patron rappelle, s'inquiétant de n'avoir toujours eu aucune nouvelle directe de Marilyn. Et l'employé va donc descendre dans le hangar. Mais il voit Marilyn allongée de dos sur le sol avec du sang partout. La femme de 53 ans est décédée. Pris de panique, Romain alerte immédiatement la police de Carmaux. Alors que s'est-il passé dans ce hangar? Marilyn a-t-elle eu un accident? Ou la vérité est-elle bien plus sombre? Arrivés sur place à 10h45, les secours ainsi que les policiers constatent à leur tour le décès de Marilyn. Gisant sur le dos, les yeux grands ouverts, la victime présente de nombreuses plaies sur le ventre et le thorax. Du sang qui coule jusque dans ses chaussures, ça veut dire que c'était d'une violence inouïe. Tandis que la piste criminelle ne fait aucun doute, la police scientifique investit également les lieux. Dans ce hangar sombre, elle se met en quête d'éléments de preuve. Les premiers indices sur place, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a la portière de sa voiture qui est ouverte, son sac qui est posé sur la banquette avant. Une trace de sang sur le véhicule, du côté extérieur, un mégot de cigarette et un briquet. Rien d'autre. Le corps est envoyé au CHU de Toulouse pour y être autopsié. En parallèle de ces expertises, la nouvelle du meurtre de Marilyn se propage dans la commune, comme une traînée de poudre. Je pars faire mon footing et quand je reviens au bout d'une heure, mon fils et ma femme m'annoncent que Marilyn est décédée. Donc à partir de là, bon, je m'assois, c'est un choc quand même. Et là, j'ai crié dans l'allée, je suis rentrée chez moi, là, j'ai comme un vide. Originaire du Tarn, Marilyn habite à Blaye-les-Mines, un village à côté de Carmaux. Elle a vécu 30 ans avec Thierry, le père de ses enfants, jusqu'à leur séparation en 2015. Marilyn, c'est une mère de famille qui adore ses enfants, qui a 2 garçons, 22 ans et 27 ans. C'est toute sa vie, ses enfants, Marilyn, comme toutes les mamans. De la vie de tous, Marilyn est une femme très active, attachée au plaisir simple. C'est quelqu'un qui aime le sport, qui marche beaucoup. Elle adore faire du vélo. Puis elle adore aussi les restos. Elle aime être entourée des gens qu'elle aime. À Carmaux et ses environs, Marilyn est une figure locale. Depuis 17 ans, elle parcourt chaque jour un rayon de 90 km pour livrer le pain à une centaine de clients. Loin d'être une boulangère comme les autres, elle prend le temps d'échanger avec eux. Elle était un peu tout. Elle était notre boulangère, elle était notre psy, elle était notre confidente, elle était notre amie. Elle était tellement belle, elle était tellement rayonnante, elle était tellement avenante, elle était... qu'on ne pouvait qu'être amoureux de Marie, quoi. Quelques heures seulement après la macabre découverte, le médecin légiste rend ses conclusions.
il dénombre pas moins de 9 plaies sur l'ensemble du corps, provoquées par une arme contondante. Sur ces 9 plaies, il y a 3 plaies mortelles. Il y a une plaie qui, moi, m'interpelle encore plus, c'est le coup de couteau dans le dos. Selon le médecin légiste, Marilyn serait décédée aux environs de 7 h du matin, ce 23 juillet. Ce qui pourrait correspondre à son heure d'arrivée à la boulangerie. Alors, qui est responsable de ce meurtre sauvage? La boulangère connaissait-elle son bourreau? Et quelles pistes vont suivre les enquêteurs? En attendant les résultats des analyses ADN, les policiers occitans réalisent une enquête de voisinage. Mais le hangar de la boulangerie étant trop isolé des autres habitations, personne n'a rien vu, ni entendu. On a quand même, à un moment donné, interrogé le personnel de la boulangerie pour savoir s'il n'y en a pas un qui vraiment a eu un mauvais geste. Mais cette nouvelle piste se referme aussitôt. Les enquêteurs s'intéressent alors au cercle rapproché de Marilyn. Et au fil des auditions, un nom revient sans cesse. Celui de Mamadi, le dernier compagnon de la victime. Ils se sont rencontrés presque un an auparavant, au mois de septembre 2015. Il y a un chantier sur Font-Grande. Et il se trouve que Mamadi travaille sur ce chantier. Marie s'arrête parce qu'elle distribue son pain, tout simplement. Et Mamadi a vu Marie. Évidemment, grand séducteur, il essaye de la charmer. Mamadi la drague de plus en plus. Puisque moi, il m'en avait parlé. Il y a une boulangère qui me sert le pain. Elle s'appelle Marilyn. Ah, puis j'ai dit, mais je la connais, Marilyn. C'est une amie à moi et tout. Il me dit, ouais, mais elle est gentille et tout. Et jusqu'au jour, il m'a dit, je l'ai invité à boire un coup. À cette période, Marilyn est encore avec Thierry, le père de ses enfants. Mais une routine s'est peu à peu installée dans le couple. Et après avoir été courtisée par Mamadi pendant plusieurs semaines, la boulangère prend une décision radicale. Un jour, elle me dit, je vais aller voir Thierry, je lui dis voilà, je m'en vais, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Et à partir de là, elle entame une relation avec Mamadi. Leur relation démarre très vite. À peine Thierry a-t-il quitté la maison familiale que Mamadi emménage chez Marilyn. Et là, il arrive avec son sac, son baluchon, et il s'installe. Il s'installe, il travaille pas, et il est en tout cas d'une disponibilité au début qui séduit obligatoirement Marilyn. Mais peu à peu, la femme de 53 ans se referme sur elle-même. Marilyn, on l'a perdu de vue. C'était fini. On se voyait tout le temps. Elle venait à la maison ou on allait chez elle. Ça a été le silence total. Les enfants ont très vite perçu que c'était un drôle de coco, pour faire simple. Et ils se sont mis en retrait aussi, les enfants. Ils ont respecté là aussi le choix de leur mère, mais ils ont très vite senti que c'était un gigolo. Des tensions vont même naître au sein du couple, au bout de seulement 2 semaines de relation. Elle déchante, je la vois maigrir, je la vois moins sourire. Je me dis, mon rayon de soleil est en train de s'éteindre, tout simplement. Et à partir de là, j'essaye, je la pousse à me parler. Et là, elle m'avoue certaines choses, voilà. Marilyn m'avoue que ça ne va plus du tout avec Mamadi. Qu'il y a plein de problèmes, qu'elle veut le quitter, que lui, il essaie de la retenir par tous les moyens.
Au fil des mois, l'homme se montre de plus en plus possessif et jaloux envers Marilyn. Un soir de juillet 2016, Habib va être témoin d'une violente dispute au restaurant. Au moment de l'addition, Marilyn me dit « je vais à la caisse pour payer » et elle sympathise avec le patron. Et ça n'a pas plu à Mamadi. Et quand je suis sorti, il lui a gueulé dessus en lui disant « ouais, tu dragues », elle ne comprenait pas. Donc ils se sont embrouillés un petit peu, ils sont rentrés à la maison et en rentrant à la maison, il lui a fait des menaces avec un cutter. C'est là qu'elle a vraiment pris conscience qu'elle était en danger. C'est là où elle a dit « terminé ». Après l'avoir sommé de quitter sa maison, Marilyn n'a qu'un souhait, se remettre avec son ancien compagnon. Mais Mamadi ne l'entend pas de cette oreille. Il me disait « ça va pas se passer comme ça, tu me connais mal, Habib ». Et moi, chaque fois, je lui disais la même chose. Mamadi, arrête, ne parle pas comme ça, laisse-la tranquille, laisse passer l'orage. Non, 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 ça va pas se passer comme ça, elle me connaît mal, je vais pas en rester là. Déterminé à se remettre avec elle, l'homme de 51 ans va alors se mettre à harceler Marilyn, d'appels et de SMS. Marilyn, sa peur, c'est qu'il ait fait des doubles de clés et qu'il puisse rentrer dans la nuit. Ça, c'était ça. Elle avait peur pour ça, quoi. Et ben, j'ai dit, écoute, je vais venir à la maison, je vais te changer toutes les serrures. Marilyn se sent également observée en permanence. Lorsqu'elle part faire ses livraisons de pain en camionnette, elle voit Mamadi la suivre sur son scooter. Et puis il connaissait tout de Marilyn. Sa tournée, ses habitudes, à quelle heure elle partait, ses jours de repos. Elle avait peur, moi elle me l'avait dit, elle m'avait dit « Habib, j'ai très peur ». Elle m'a dit « Habib, il va me tuer, il me suit ». Alors Mamadi a-t-il mis ses menaces à exécution? Que vont découvrir les enquêteurs en l'interrogeant? Et a-t-il un alibi solide? Dans le collimateur de la police, le parcours et le profil de Mamadi est passé au peigne fin par les enquêteurs. Né en 1965 à Perpignan, il grandit au sein d'une famille modeste, aux côtés de 4 frères et sœurs. C'est un homme qui a une cinquantaine d'années à l'époque des faits, issu d'une famille qui a des carences. Il y a des carences affectives, un père autoritaire, parfois violent, une mère aimante bien que distante. Son enfance, Mamadi la passe à Albi. Peu intéressé par l'école, il préfère s'adonner à d'autres divertissements. Mamadi, je le connais depuis l'âge de 12 ans. On a grandi ensemble, entre guillemets, on a joué au football, on se retrouvait dans les salles de jeu après l'école. Et Mamadi, moi je l'ai toujours connu macho, dragueur, bien habillé. Il aimait séduire, Mamadi, il faut dire le mot. Hein. Mais en grandissant, Mamadi dévoile sa part d'ombre. Il est arrêté à l'âge de 19 ans pour le braquage d'un bureau de tabac et écope pour cela de 5 ans de prison. Au total, son casier judiciaire fait état de 5 condamnations pour vol avec violence et fait de désertion de l'armée. Très bagarreur. Mamadi, c'était quelqu'un qui, voilà, il fallait qu'il cherche un petit peu les embrouilles, quoi. Voilà, il aimait la bagarre, c'était un garçon un peu instable, quoi. Mais contre toute attente, Mamadi va se présenter spontanément au commissariat de Carmaux l'après-midi du décès de Marie. Et à ce moment-là, il raconte aux enquêteurs que la relation s'est terminée parce que Marilyn était jalouse. Il dit qu'il a appris le décès de Marilyn par un ami
à eux qui lui a envoyé un message et qui ignore les raisons pour lesquelles elle est décédée. Suspicieux quant à ses déclarations, les enquêteurs s'interrogent sur son emploi du temps les heures précédant le meurtre de son ex-compagne. Lui, d'entrée, se bloque en disant « c'est pas moi ». Cherchez ailleurs, c'est pas moi, pas possible. J'étais pas là, j'étais en boîte de nuit, toute la nuit, au Cotton Club, j'étais là-bas, j'avais bu, je suis rentré à 5 h du matin, mais je me suis tout de suite endormi, c'est pas vrai, c'est pas moi. Malgré leurs soupçons, les enquêteurs décident de laisser partir Mamadi du commissariat. Pour autant, ils n'abandonnent pas cette piste et se concentrent sur ses échanges téléphoniques avec la boulangère. Marilyn décide de se séparer de lui et de lui dire « tu peux partir ». Il y a une baisse des messages que Marilyn pouvait faire. Et en fait, on s'aperçoit que ce ne sont que ses messages à lui, puisque Marilyn raccroche régulièrement. Donc ça va que dans un sens. Vu qu'elle était persécutée au téléphone, elle change effectivement de numéro de portable, oui, bien sûr. Les allégations de Mamadi sur la jalousie de Marilyn tombent à plat. Les enquêteurs décident ensuite de vérifier son alibi. En examinant les images de vidéosurveillance de la discothèque d'Albi, ils découvrent que l'homme s'y est rendu à 3h06 du matin jusqu'à 5h32. Mais l'analyse des caméras de la boulangerie est plus discutable. Sur les caméras, il voit un homme passer sur un scooter porteur d'un blouson. Et cet homme passe à proximité de la boulangerie à une heure qui correspond à l'heure des faits. Pour autant, la personne présente sur le scooter n'est pas identifiable. Il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit de Mamadi. Si la plaque d'immatriculation du scooter n'est pas lisible, les enquêteurs déterminent que l'individu porte une veste militaire. Fort de cette information, ils perquisitionnent le domicile de Vanessa, l'amie de Mamadi, chez qui le suspect réside. On a retrouvé une veste avec des traces brunâtres, effectivement, de sang. La veste correspond bien à celle identifiée sur la vidéo. Tandis qu'elle est placée sous scellé, les enquêteurs interrogent l'ami de Mamadi. Elle dira aux enquêteurs que le couteau à pain n'est plus dans le tiroir. Elle le dit, je ne comprends pas où est passé ce couteau à pain. Alors comment se défendra Mamadi devant les policiers de Carmaux? Continuera-t-il à nier le meurtre de Marilyn? Et les proches de la boulangère connaîtront-ils un jour la vérité? Devant tous ces éléments incriminants, les enquêteurs de Carmaux décident d'interpeller Mamadi le 27 juillet 2016. La première question qui sera posée à Mamadi à ce moment-là est vous avez fait un certain nombre de déclarations précédemment lors de votre audition. Est-ce que vous souhaitez modifier ces déclarations ou apporter des éléments complémentaires? Et à cette question, Mamadi répond spontanément qu'il souhaite apporter des modifications à ces déclarations qu'en réalité il n'a pas dit. La vérité est qu'aujourd'hui il souhaite expliquer ce qu'il a fait. L'homme de 51 ans livre alors une nouvelle version, bien différente de sa première audition. Il va expliquer qu'il va passer la nuit à s'alcooliser, qu'il va sortir en boîte de nuit. Lorsqu'il sort de boîte de nuit, il décide de se rendre sur les lieux de la boulangerie. Pour arranger les choses avec son ex-compagne, Mamadi, qui connaît l'emploi du temps de Marilyn, arrive à la boulangerie sur les coups de 7 heures. Après une poignée de minutes, la quinquagénaire arrive à son tour dans le hangar.
Le suspect assure alors qu'il a essayé d'entamer une discussion, mais que Marilyn n'a rien voulu savoir. Il va lui dire je t'aime mais c'est trop fort. Et c'est à ce moment-là qu'il lui portera un coup de couteau. Un premier coup, suivi de 8 autres. Malgré la preuve flagrante du couteau pris chez son ami, Mamadi ne va pas au bout de ses déclarations. Il reconnaît l'avoir tué, oui, mais sans reconnaître la préméditation, en insistant toujours qu'il voulait avoir une explication. Il est sidéré face à l'atrocité de ce qu'il vient de faire. Et il va y avoir, dès ce moment-là, une sorte de déni chez lui. Mais un déni qui n'est pas utile à sa défense, un déni qui est utile pour lui, pour se prémunir d'un effondrement narcissique. Informés des aveux de Mamadi en garde à vue, les amis de la victime accusent le coup. D'autant qu'ils ont le sentiment que ce drame aurait pu être évité. Il dit, voilà, c'était l'amour de sa vie. Il veut faire passer ça par un crime passionnel, quoi. Voilà, qu'il a été pris, voilà, il aimait tellement, il n'a pas accepté qu'elle la laisse, il ne comprend pas. Mais voilà, on a senti une révolte quand même, parce qu'elle en a parlé à plusieurs personnes, et au final, on n'a pu rien faire. À l'issue de sa garde à vue, et dans l'attente du procès, Mamadi est placé en détention provisoire, le 29 juillet 2016. Alors quelle sera son attitude lors de cette audience? Changera-t-il une nouvelle fois de version? Et surtout, reconnaîtra-t-il enfin la préméditation? Trois ans après le meurtre barbare de Marilyn, le procès de son ex-compagnon s'ouvre devant la cour d'assises d'Albi, le 26 juin 2019. Désormais âgé de 54 ans, Mamadi encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Beaucoup d'amis de Marilyn sont présents. L'employeur, les amis, les relations. Beaucoup de personnes sont là pour manifester leur amour pour Marilyn. L'accusé, quant à lui, n'a aucun proche dans la salle. Complètement esseulé, Mamadi va pourtant prendre ses responsabilités dès le début du procès. Mamadi, il va avoir une phrase que je trouve très forte. Il va se lever au cours de la première journée d'audience, après avoir entendu les experts et les témoins déposés, et il va dire au président de la cour d'assises « Le problème, c'est moi ». Mamadi reconnaît intégralement les faits qui lui sont reprochés. Oui, c'est bien lui qui a assassiné Marilyn. Intégralement, c'est-à-dire qu'il reconnaît la préméditation de son acte. Oui, je l'ai tué. Oui, quand je suis parti avec ce couteau, effectivement, c'était pour lui faire du mal. Très dur pour lui de l'admettre, dans un premier temps, dans la mesure où lui dit « mais je l'aimais, pour moi c'était la femme de ma vie ». Si les proches de la victime sont soulagés que Mamadi reconnaisse enfin la préméditation, ils vont vite déchanter. Il a osé dire au tribunal à ses deux enfants, à Marilyn, de lui laisser une deuxième chance pour qu'ils apprennent à le connaître. Une requête qui sonne comme une provocation pour les enfants de Marilyn, et notamment pour l'aîné de la fratrie. Et il était effondré, quoi. Il faisait que pleurer. Et d'ailleurs, il dit à la barre, elle ne connaîtra jamais mes enfants. Ça fait mal au cœur, hein. Et elle sera jamais grand-mère.
Elle verra jamais mes enfants. Le 27 juin 2019, après 2 jours de procès, le verdict tombe. Mamadi est finalement condamné à 20 ans de prison ferme. Mamadi nous dit « Je vais purger ma peine, je vais être transféré en centre de détention. Cette peine me paraît juste, je ne la contesterai pas. » Aujourd'hui, plus de 4 ans après le drame, le sourire et la joie de vivre de Marilyn sont encore dans toutes les têtes. Malgré les aveux et la condamnation de son assassin, les proches de la mère de famille restent inconsolables. Mon soleil s'est éteint, qu'est-ce que je fais? Personne ne peut remplacer Marie. Ça, jusqu'à la fin de mes jours, elle fait partie de ma vie, Marie. Ça peut pas être autrement, hein. Mais il faut continuer à vivre. C'est ce qu'aurait aimé Marilyn. Quand je discute avec son plus jeune fils, que je vois régulièrement, voilà, je lui dis, tu sais, ta maman, elle serait fière de toi, elle est fière de toi.